Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les notions, pardon, sur les notions qui ont été abordées durant cette semaine, des éléments en particulier par rapport à ce que nous avons vu? Moi, j'avais une question sur la partie, à un moment donné, dans un module, on parle du responsable des risques et Oui, du responsable incident. Est-ce ok. que ça peut être la même personne? Alors, sur les risques et sur les incidents, on peut avoir les mêmes personnes, oui. Tout va dépendre du sujet. Il n'y a pas Ouais, de c'est ça. restriction à ce qu'une personne soit responsable d'un risque et du coup pas responsable d'un incident et vice-versa. Il n'y a pas de limitation. On peut avoir aussi en charge plusieurs incidents, plusieurs risques. Euh, Ça, c'est ce que vous le verrez la semaine prochaine, hein, je crois, les risques et les incidents. Mais oui, on peut être responsable de pas mal de choses sans limite, et indépendamment du statut dans l'entreprise. Moi, Et j'avais une question pardon, non, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'avais une question sur les outils. Qu'est-ce qui a dicté le choix et la présentation de certains outils en ligne en particulier versus des softs qui peuvent être existants? Alors, apparemment, les outils en ligne présentés sont payants au même titre peut-être que des softs. Donc, qu'est-ce qui a dicté ce choix? Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est une utilisation qui a déjà été faite par toi dans le passé et du coup, tu as un retour ou Alors, plutôt tout à fait arbitraire. Ce ne sont pas des outils que j'ai moi personnellement utilisés puisque les contextes clients dans lesquels j'ai évolué étaient plutôt limités à l'utilisation soit d'Excel, soit d'un outil euh, plutôt typé par rapport au type d'entreprise, donc plutôt pour des grandes entreprises et du coup ça restreint un petit peu le choix des possibles. oui, Mon choix de présenter ces outils est en fait que moi personnellement j'aimerais, enfin en tout cas j'aurais aimé et j'aimerais peut-être dans le futur pour un client ou pour des projets que j'aurai dans le futur utiliser ce genre d'outils-là puisque ils sont faciles à prendre en main, ils sont en ligne donc affranchis de euh, enfin tout le monde peut y accéder que ce soit en télétravail ou ailleurs. Et en effet, ce qui a guidé ce choix, c'est que la CCI m'a demandé de présenter des choses qui étaient plutôt modernes. Et en ok, effet, euh, alors Excel, c'est connu de tous. Alors Excel s'est modernisé. Il y a aussi MS Project qui s'est modernisé. Je l'ai vu sur la session précédente. Une personne m'en a fait une présentation. Euh, mais c'est vrai que ça reste des outils qui sont plutôt vieillots, techniques. Et en effet, le tableur, c'est très bien. C'est un outil de base. Moi, je l'utilise aussi beaucoup. Mais j'ai aussi une utilisation un petit peu aboutie. Ça veut dire que je suis capable de mettre des formules, euh, de mettre des relations conditionnelles, oui. tout ce que l'outil collaboratif en ligne va avoir de base sans forcément avoir de connaissances spécifiques. Donc, le fait de partager un petit peu ce qu'on est capable d'avoir sur le marché. Alors oui, ce sont des outils payants. J'ai pas forcément fait le sondage. Alors j'ai entendu qu'il y avait Trello qui existait, mais j'ai pas vraiment fait le sondage d'outils qui étaient payants versus ceux qui étaient gratuits. Mais peu importe, ces outils-là sont capables d'avoir une version gratuite à minima, soit d'essai, soit par rapport au volume de licences de personnes qui utilisent l'application. Et donc c'est pour ça qu'on est capable aussi de présenter ce genre d'outils. Donc la Ok. volonté était de présenter quelque chose de moderne, Ouais. d'accessible en termes de, sans forcément avoir de formation spécifique pour utiliser l'outil, euh, ce qui est, euh, euh, ce qui est un petit peu contraire avec Excel. Si je vous dis qu'Excel est un outil de gestion de projet, alors c'est vrai que je le précise, mais je précise aussi que pour bien l'utiliser, pour l'utiliser vraiment comme un outil de gestion de projet, il faut avoir quand même Mm. pas mal de petites connaissances, et notamment, comme Isabelle le disait, pour ceux qui étaient là, peut-être à passer une formation pour bien comprendre comment exploiter les capacités d'Excel pour en faire l'outil que vous voulez. Et alors, peut-être question en lien, en termes de sécurisation des données des outils en ligne, est-ce qu'il n'y a pas un risque versus un outil interne? euh, Est-ce que ce ne sera pas préférentiellement, comment dire, recommandé un outil en interne plutôt que justement des outils tels que ceux qui ont été présentés?
Alors, chaque entreprise a sa politique par rapport à l'utilisation de l'outil. En effet, il y a des entreprises qui restreignent uniquement avec ce qui est possible d'avoir au sein de l'entreprise. Ouais. D'autres sont tout à fait ouverts avec, si les équipes fonctionnent en mode agile, euh, elles sont tout à fait ouvertes à utiliser un outil du marché. Tout va dépendre du budget, etc. Euh, Par rapport à la confidentialité, tout va dépendre de ce que vous renseignez dans l'outil. Vous pouvez tout à fait mentionner le budget qui est associé à un projet. Vous pouvez tout à fait mentionner les listes de tâches. Euh, Ce niveau de confidentialité-là, d'une entreprise à une autre, va pas être forcément très sensible. Ok. Si, en effet, on parle de petits projets qui durent 6 mois, on va peut-être certainement pas parler de milliards d'euros. Donc rien de stratégique, entre guillemets, à mettre ou pas ces informations en ligne. En revanche, si vous travaillez pour, je sais pas moi, une entreprise comme Tesla, qui est à la pointe de la technologie, qui a de la concurrence à tire-larigot, et qui justement veut protéger ses projets, donc on va pas forcément mentionner qu'il travaille sur le nouveau véhicule qui va sortir. En effet, si vous utilisez un outil en ligne, vous prenez un risque que la concurrence soit au courant du projet en question, etc. Tout va dépendre en fait du niveau de projet et de ce que l'entreprise souhaite garder en termes de confidentialité. Ok. Donc, au détriment peut-être de la précision quant aux tâches et donc du coup de la communication avec les différentes parties prenantes. C'est vrai, tout à fait. Exactement. Ok. Très bien, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, alors je suis désolée, comme j'ai raté les premières minutes, je ne sais pas si ça a déjà été dit. Euh, Moi, j'avais été amenée à utiliser MS Project, pas dans le projet où je suis actuellement, mais dans le précédent, enfin peu importe. Et là, je ne suis pas retournée vers cet outil pour ma mission actuelle parce que j'ai trouvé qu'il était assez dur à prendre en main. Typiquement, et je sais pas, enfin ma question c'est de savoir si sur les autres outils c'est peut-être plus simple ou pas, mais par exemple, quand on mettait des tâches avec des dépendances et qu'on voulait mettre à jour quelque chose, les impacts que ça avait sur les autres tâches étaient certainement logiques, mais en fait difficilement compréhensibles quand on regardait le résultat et du coup, voire même on pouvait rater des infos quand c'est un projet où il y a beaucoup de tâches imbriquées. Et du coup, je trouvais pas ça facile à manipuler. Je sais pas si ça c'est plus simple sur les autres outils à proposer. Alors, sur les outils collaboratifs, Transparent. la chance qu'on a, c'est que alors en fonction de l'outil, hein, mais lorsque tu vas modifier un paramètre qui va avoir une implication, lorsque tu vas avoir validé ce changement, il va tout de suite, en tout cas pour certains d'entre eux, mettre en évidence les impacts potentiels sur les tâches concernées. Donc ça veut dire que tout Ouais, de suite, tu as l'information de... Alors attention, si tu changes ça, du coup, la date de ton livrable numéro 33 doit évoluer aussi de temps. Est-ce que tu valides ou pas ce changement? Et du coup, ça te permet d'avoir tout de suite la visibilité sur les impacts, et du coup, ils sont affichés de manière très claire. Alors que c'est vrai qu'MS ouais, Project est un peu plus archaïque. Euh, ouais. Ça va peut-être déplacer arbitrairement sans que tu sois forcément directement informé. Et puis tu vas dire, mais attends, cette tâche, elle devait se terminer à telle date, elle a bougé de deux Ouais, c'est mois, ça. comment ça se fait? Voilà, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, moi, je Donc l'avais abandonné pour ça parce que finalement, je m'y perdais plus qu'autre chose, quoi. C'était un peu. Après, ce que je trouve intéressant dans ces outils-là, c'est le côté justement hyper automatisé, sans avoir besoin de l'automatiser soi-même sur Excel. c'est ça. Mais bon, après, moi, c'est vrai que comme de formation, je travaille dans les statistiques, donc ben, les formules, tout ça, enfin, ça me pose pas de problème de Ouais, développer des trucs moi-même sur Excel, mais c'est sûr que c'est quand même plus long, malgré c'est quand tout, même plus long. que si Faut c'est tout le... fait dans un outil, quoi. Exactement, exactement. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Isabelle, tu as abordé une question tout à l'heure? Ouais, mais si ça se trouve, tu vas en parler. C'était de faire la différence entre le comité de projet, mais je pense que je l'ai compris, hein, et le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est vraiment avec la grande DG, et le comité de projet, c'est vraiment en dessous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs comités de projet, et ensuite, tu as un gros comité de pilotage. C'est ça, non? C'est ça, ce sera abordé en semaine 4. Donc on récupère un petit peu toutes les informations Ouais, les semaines ouais, ouais. précédentes. Que là, on Mais en parlait, là, c'est vrai qu'on en parle un petit peu à chaque fois, donc un petit peu. c'est un petit peu fait exprès. Et en semaine 4, la première journée, on consolide un petit peu toutes les informations que vous avez récupérées sur cette semaine précédente. Mais en effet, tu as bien raison. Le comité de pilotage, c'est au niveau de la direction.
Ça veut dire que des personnes qui sont intéressées par le projet et qui ont un pouvoir aussi de décision par rapport au projet veulent avoir de l'information et veulent aussi exprimer de l'information qui vient de l'extérieur, de la stratégie d'entreprise, etc. Et les comités de projet sont plus fréquents, plus opérationnels, plus terrain. C'est La, ça. la clé de voûte, c'est le chef de projet qui participe aux deux, et qui même anime les deux. Donc il est un petit peu l'entre-deux entre la direction et le terrain. Et c'est le chef de projet qui fait un petit peu ce partage d'informations sur l'évolution du projet, sur les indicateurs et sur les différents risques, problèmes qu'on peut avoir sur le projet. Mais on en reparle en semaine 4. Si pas d'autres questions, bah Moi, on j'avais va des dérouler. questions par rapport au lot et aux phases, mais tu vas peut-être en parler après, je sais pas trop. Oui, je crois que j'en parle Ouais, je penserai à mes durant la questions. présentation. Et autre chose, j'ai pas beaucoup répondu cette semaine, toujours hein, sur vos différents exercices. Je vous ai pas oublié, donc je cumule un petit retard que je vais combler. Mais quoi qu'il en soit, à l'issue de la classe virtuelle, vous aurez bien corrigé des exercices. Et même si vous avez aujourd'hui des questions par rapport aux exercices que vous avez produits, on peut également les évoquer aujourd'hui. Donc sur cette semaine, ce qui était important de voir, c'était la structure du projet. Donc c'est vrai que la structure du projet, donc on a vu en semaine 1, ce qui était important, c'était les acteurs, comment on se répartissait un petit peu les différentes activités. Là, en termes de structure, c'est toujours bien de structurer son projet en 3 grandes phases, donc l'initiation, l'exécution et la clôture. Ces 3 phases sont importantes pour que le projet puisse fonctionner d'un point A à un point B. Vous allez rencontrer des chefs de projet qui réalisent, qui réalisent une ségrégation du projet en 4 phases, 5 phases. C'est tout à fait possible. Mais en fait, ces phases qui vont venir en plus vont être une phase de planification, une phase de design. Pour moi, une phase de planification, elle va courir un petit peu tout au long du projet. Ou bien on se dit qu'on planifie à la phase d'initiation, donc grosso modo, la planification est une sous-phase de l'initiation. Dans l'exécution, la planification va évoluer au fil du temps, puisqu'il y a peut-être des événements qui vont, qui vont intervenir. Donc en soi, pour moi, la planification n'est pas forcément une phase, c'est peut-être une étape dans l'initiation, mais quelque part, ça fait partie d'une des phases, d'une de ces 3 phases, forcément. La phase de design, c'est pareil, on peut très bien l'avoir dans la phase d'initiation ou la phase d'exécution. Tout va dépendre du projet et de comment on pense réaliser le projet. Donc, avoir cette structure de base, c'est important pour aussi vous dire que vous passez d'une étape à une autre. L'initiation va préparer le projet, vous allez consolider toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser le projet. À l'issue, on a le business case, donc le cas d'affaires, qui est la feuille de route du projet et le contrat. L'exécution est donc l'exécution de ce contrat, donc avec les différentes étapes à avoir, différents jalons à mettre au milieu. Ces jalons qu'on appelle aussi des lots de travaux, qui sont définis par des livrables, des sous-livrables. Tout dépend de comment vous voulez organiser votre projet. Mais l'idée par les lots de travaux et comment créer un lot de travaux, c'est d'avoir les activités qui sont les plus petites possibles, de manière à ce qu'on puisse les quantifier et bien voir leur évolution dans le temps. Quelque part, si vous vous dites que votre phase d'exécution, c'est un seul livrable avec du coup un seul lot de travaux ou peut-être 2 lots de travaux qui composent le livrable, ça fait très peu. Quelque part, si vous voulez avoir l'état d'avancement du projet, si vous avez un seul livrable, si se résume uniquement à ça, ça va être plus compliqué de le mesurer. En revanche, si vous arrivez à subdiviser votre phase d'exécution en plusieurs sous-phases, imaginons 5, chacune des sous-phases les subdiviser en plusieurs lots de travaux, vous allez pouvoir évaluer si par exemple votre phase d'exécution contient une vingtaine de lots de travaux, de dire ben voilà, on est au mois de septembre, on a réalisé 5 lots de travaux sur 20, ça vous permet d'évaluer que votre projet a avancé de 20% dans la phase d'exécution. Donc, vous êtes capable de le mesurer et de voir au fil des mois, à chaque fois que vous avez un comité de pilotage, même à chaque comité de projet, de voir ce qui a été clos, ce qui est terminé, et de facilement identifier les prochaines étapes. Donc plus vous allez jalonner votre projet, plus vous allez avoir de contrôle, plus vous allez avoir aussi de maîtrise sur un impact qu'il peut avoir sur un des lots de travaux, va pas en impacter un autre, donc ça va peut-être aussi permettre au projet de progresser plus facilement. Est-ce que vous avez des questions par rapport
à la définition des livrables, des phases et des lots de travaux. Ben voilà, oui, moi, ma question que je voulais poser tout à l'heure, j'ai du mal à faire la distinction entre sous-phase et lot. C'est quoi la différence? Enfin, est-ce que c'est très utile de faire la différence? Est-ce que les sous-phases, ça a plus un côté chronologique et est-ce que les lots, c'est plus, je sais pas, enfin, je distingue pas trop la définition entre les deux. Donc, quelque part, les sous-phases du projet, euh, donc on va, comme son nom l'indique, la phase d'exécution va se diviser en plusieurs activités. Donc, quelque part, lorsqu'on va présenter une sous-phase, on va dire qu'en fait, cette sous-phase est une activité qui est inclus dans cette phase d'exécution. Grosso modo, je veux construire une voiture. Ben, il y a une première sous-phase dans la phase d'exécution qui va être d'assembler la partie carrosserie, une autre sous-phase qui va être d'assembler la partie châssis et moteur. Ces deux phases peuvent se réaliser en parallèle, hein. Rien ne nous empêche de courir en parallèle. Et il y a cette phase d'assemblage, qui est la troisième sous-phase, qui dépend des deux premières. Il faut que les deux premières soient terminées pour qu'elles puissent se réaliser. Donc, ça te permet d'avoir, par exemple, pour ce projet-là, trois sous-phases. Mais derrière chacune de ces sous-phases, on va constituer des livrables. Ces livrables, donc grosso modo, si on parle de l'assemblage de la carrosserie, les livrables vont être attacher une porte au châssis, un autre livrable va être attacher le coffre au châssis. Pour réaliser ce livrable, il te faut le décomposer en activités qu'on appelle lots de travaux. Donc, soit un livrable égale un lot de travaux, c'est possible. Donc, grosso modo, le livrable, euh, avoir attaché la porte au châssis, bah, nécessite d'avoir comme lot de travaux un technicien qui va prendre ses tournevis et ses outils pour visser l'ensemble, de connecter les fils. Voilà, ça va être ton lot de travaux. Ça peut être subdivisé en plusieurs lots de travaux, de se dire, en fait, pour attacher une porte, ben, il faut à la fois un mécanicien, mais il faut aussi un électricien. Donc, il y a la partie mécanique et il y a la partie électrique. Donc, voilà comment tout peut se sous-décomposer dans ton activité, dans ton projet. Donc, C'est plus lié au livrable, du coup, la définition des lots. exactement. Et les phases, c'est les grosses étapes, quoi. Les phases, ce sont les grosses étapes. Donc, tu es capable on peut avoir une sous-phase qui constitue une sous-phase égale à un livrable, c'est tout à fait possible. Une sous-phase peut être aussi plusieurs livrables, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, là, il n'y a pas forcément de règles à déterminer, mais l'idée est de pouvoir comprendre comment tu te situes par rapport à une phase, une sous-phase, et du coup un livrable. Et du coup, pour faire chaque livrable, il te faut soit un ou plusieurs lots de travaux. Et dans Oui, la, ok, d'accord. et dans la manière d'appréhender justement cette espèce d'arborescence, en fait, c'est comme une arborescence. Tout à Il fait. vaut mieux partir du haut et décomposer, ou partir d'un listing d'un lot de travaux et éventuellement grouper ces lots de travaux en sous-phases et ces sous-phases en phase. Je ne sais pas si je suis clair dans la manière J'ai compris ta question. d'appréhender Euh, la question. Il n'y a pas de, alors, je dirais qu'il n'y a pas de méthode, mais celle que je préconise pour avoir une meilleure visibilité, en tout cas pour découper, il faut Ouais, partir du gros pour aller vers le plus petit. En d'accord. clair, vous savez que vous avez une grosse chose à faire, vous vous dites, OK, bon, OK, une voiture, c'est une carrosserie et c'est de la mécanique. Bon, alors, je détache la carrosserie, je mets la mécanique de côté. OK. Maintenant, pour faire ma mécanique, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ci, ça. Pour faire ma carrosserie, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ci, ça. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir décomposer vos activités. Après, il vous faut des experts. Parce que on est chef de projet. Moi, personnellement, je suis chef de projet dans la finance. Je suis pas un expert financier, je suis pas trader, je suis pas. Mais l'idée est de pouvoir vous équiper de personnes qui connaissent. Donc, vous avez plus ou moins découpé votre projet, mais équipez-vous de la personne qui sait vraiment pour dire, ben voilà, moi j'ai pensé découper de cette manière-là. Est-ce que c'est pertinent? Et du coup, cette personne-là va vous dire, ah oui, mais tu veux décomposer ça avec ça? Non, moi je te dirais plutôt de le faire ensemble. Par contre, ça, c'est pas du tout moi qui m'en charge, c'est plutôt une autre personne. Et donc vous avez du coup cette approche plutôt inverse avec l'expert qui va vous dire, mais il va plutôt partir vers le bas, parce que lui il est plutôt opérationnel, il va plutôt vous conseiller sur comment vont se réaliser chacun des lots de travaux. Mais l'idée de base est que vous puissiez avoir la meilleure visibilité possible, et pour cela, il faut partir du haut vers le bas. Ok.
J'avais une petite question un peu précise, mais dans le projet là sur lequel je suis, moi je suis juste sur une partie, mais la chefferie de projet plus haut avait au démarrage du projet un tableau qu'ils appelaient WBS, c'est de l'anglais, la Work Breakdown Structure. Et Ouais. du coup, je me demandais, parce que c'est un peu obscur là pour moi de ce que ça représente ce tableau, est-ce que c'était ça le découpage en fait en lots, en sous-phase, etc. Oui, S'il y le avait un modèle un WBS, peu pour en construire ça. effet, en effet, le WBS est basé un petit peu comme ça. J'en parle pas parce que c'est vrai que c'est très technique le WBS, mais c'est une méthodologie pour découper ses activités et d'avoir la meilleure visibilité sur un projet. En effet, ça peut marcher aussi. Après, ce que je propose aussi pour découper ces activités en lots de travaux et d'avoir les lots de travaux les plus pertinents possibles, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 8-80. Alors, elle marche pas partout, mais ça a le mérite d'être utilisé en tout cas pour être essayé. Enfin, en tout cas, essayé pour être utilisé. L'idée de la méthode des 8-80 est de se dire que pour avoir un bon lot de travaux, il faut pouvoir découper une activité en un minimum de 8 heures et un maximum de 80 heures de travail. Donc ça veut dire que pour une activité, elle doit être comprise dans cet intervalle-là de 8 heures et 80 heures. En dessous de 8 heures, on se dit que c'est pas pertinent et donc il faut l'ajouter, le composer avec quelque chose d'autre. Au-dessus de 80 heures, on se dit que c'est un peu trop et que du coup, il faut penser à diviser un petit peu l'activité en plusieurs lots de travaux. Donc si une personne est destinée à réaliser un lot de travaux, il faut que son temps de travail effectif pour réaliser ce lot de travaux soit constitué sur elle seule, sur ses 8 heures et 80 heures. En revanche, si on a 2, 3, 4 personnes impliquées dans un lot de travaux, il faut diviser ce nombre d'heures, hein, donc 8-80, répartis sur l'ensemble des personnes qui doivent travailler sur ce lot de travaux. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé. En tout cas, c'est une astuce que je peux vous proposer. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au livrable et au découpage en lots de travaux? Alors sinon, l'autre volet de cette semaine était sur la partie compétences. Alors une compétence, ça s'acquiert, c'est vrai, mais aussi le savoir-être et la partie humaine est quelque chose qui permet de favoriser un petit peu la manière dont on va collaborer avec les personnes qui gravitent autour du projet. Alors j'ai détaillé sur une des journées le quotidien complet du chef de projet pour être sûr de ne rien oublier. Donc il y avait la partie reporting financier, le suivi des livrables, être proactif en allant chercher l'information plutôt que de l'attendre. Grosso modo, de pas attendre le comité de projet pour savoir si oui ou non une activité est faite, alors que vous avez peut-être vent qu'il y a peut-être un problème sur la réalisation d'une activité. Dans ce cas-là, vous allez tout de suite un petit peu d'avance essayer de sonder la personne pour savoir si elle rencontre toujours des difficultés, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de support. Ça permet de gagner du temps et d'avoir un peu plus de maîtrise sur le projet. Donc tout ça, tout ce quotidien du chef de projet qui va remplir un petit peu votre calendrier, puisque si vous avez la capacité de bloquer du temps pour réaliser ces activités-là, vous serez aussi proactif, vous avez un peu plus de maîtrise aussi sur votre activité. Donc ce quotidien complet vous permet de maîtriser le projet au mieux. Après, tout n'est pas nécessaire en fonction du projet à réaliser, mais en tout cas, toutes ces activités vous permettent de bien le suivre. Ensuite, le chef de projet, vous savez que c'est une personne qui est au milieu de plusieurs d'autres. Donc, il y a les acteurs, mais il y a aussi toutes les parties prenantes. Donc, quelque part, le chef de projet doit cultiver des qualités de bon communicant. La communication, c'est quelque chose qui est essentiel dans un projet. La communication à l'extérieur du projet, mais aussi à l'intérieur du projet. Donc, quelque part, il faut savoir ne, ne pas se mettre de frein à partager de l'information ou à poser des questions. Quelque part, en étant chef de projet, vous êtes le chef d'orchestre, donc vous devez pouvoir aiguiller les personnes et pouvoir aussi les orienter ou les réorienter si une information n'a pas forcément été bien assimilée. Et du coup, l'idée est de pouvoir bien orienter la personne vers ce qu'elle doit faire. La réactivité est aussi importante puisque si votre sponsor, votre commanditaire vous indique de manière non officielle, enfin pas officielle, non déterminée, ça veut dire que ça n'a pas été forcément programmé, une information par rapport au projet. Donc grosso modo, vous devez réduire de tant de pourcents le budget du projet et du coup de présenter une implication sur ce changement.
S'il est décidé qu'un livrable doit être arrêté, il faut tout de suite penser à communiquer vers les équipes et pas forcément attendre le comité en question pour dire donc voilà, il a été décidé que non, vous avez l'information, il faut la partager tout de suite. Il faut éviter qu'une personne travaille sur quelque chose qui va finalement être arrêté. Du coup, c'est important d'être réactif. Ça, c'est un exemple. La partie humaine aussi est importante puisque vous êtes un être humain, vous travaillez avec des êtres humains. Alors oui, aussi avec l'intelligence artificielle, on va finalement travailler peut-être avec des robots, mais on va rester humain pour le moment. L'idée de pouvoir montrer aussi aux personnes avec qui vous travaillez qu'il n'y a pas que le travail qui vous constitue, mais que vous êtes aussi une personne avec des sentiments, mais aussi avec un environnement extérieur. Donc oui, en effet, vous êtes là pour demander comment avance le projet, demander si des choses sont problématiques, mais n'hésitez pas à commencer vos échanges avec ah bah écoutez, moi ce week-end j'ai fait ça, oh, mon petit il m'a fait une galère, voilà, c'est tout bête, ça brise un petit peu la glace, mais ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de comprendre aussi, c'est bête, hein, mais de comprendre aussi que vous êtes un être humain et que vous avez aussi un environnement en dehors du travail. L'idée de pas vous étaler hein, et de pas en faire une affaire, pas faire des liens personnels directs avec l'ensemble des personnes avec qui vous travaillez, mais au moins d'avoir ce minimum de sens humain à partager avec vos collaborateurs. Et de même, ces personnes-là seront plus ouvertes aussi à partager un petit peu leurs craintes, leurs peurs, mais aussi leur environnement. Vous n'allez forcément pas demander à une personne des exigences précises sur une date précise, alors que vous savez par exemple qu'il y a un, un problème à survenir. Vous savez que ça va venir, il n'y a pas forcément besoin de s'attarder sur quelque chose lorsque vous savez qu'il y a un problème en particulier par rapport à cette personne. J'ai pas d'informations particulière à partager là-dessus, mais l'idée de pouvoir rester humain. Voilà. Le sens de l'organisation, important aussi. Un chef de projet est un chef d'orchestre, donc il donne une ligne directrice. C'est important de pouvoir être clair dans des instructions, pouvoir être clair dans un planning, dans des activités. Donc quelque part, lorsque vous avez votre planning, vos phases, vos sous-phases, ça ne doit pas rester uniquement pour vous, partagez-le. Euh, Plus vous partagez avec les personnes qui vont du coup avoir de l'implication dans le projet, plus elles vont avoir connaissance de ce qui se passe aussi un petit peu autour. Et ça peut susciter des questions. Et quelque part, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de parfait. Moi, je ne le suis pas. Mais des fois, le fait de le partager, ça met en avant peut-être un problème qui est évident, mais que vous n'avez pas forcément vu. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un retour des personnes qui travaillent avec vous sur l'organisation du projet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être suffisamment ouvert pour partager de l'information et être ouvert à dire, ah, bah écoute, chef de projet, j'ai vu qu'il y avait ça avec ça. Par contre, c'est bizarre parce que là, l'équipe en question, elle travaille pas du tout sur cette période-là, donc je sais pas comment ça va marcher. Ah, ok, ben, bonne information. Écoute, je vais voir avec le chef d'équipe. Je déplace cette phase-là à un autre moment pour que ce soit plus pertinent. Plutôt d'être le bec dans l'eau dans quelque chose que vous avez forcément décidé et du coup vous partagez, mais il n'y a pas de retour à avoir. Voilà. L'organisation est en effet quelque chose que vous proposez et que vous ajustez au fil du temps. Et en effet, pour travailler de manière collaborer de manière harmonieuse, il faut créer du lien. Alors ça va avec le sens humain, j'en ai parlé, mais ça va aussi avec le fait de célébrer les succès. Je le mentionne parce que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans celles dans lesquelles j'ai travaillé, c'est vrai qu'on cible beaucoup les problèmes. Donc le commanditaire veut savoir où est-ce que sont les soucis, on veut traiter les soucis en premier, euh, présentez-moi une première page avec l'ensemble des problèmes, comme ça on en discute et on décide, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier de célébrer les succès. Ça veut dire de solliciter les personnes qui réalisent et qui font des réalisations, de les mettre en avant pour quelque chose qui s'est bien réalisé. Alors même s'il s'agit d'un problème qui a été résolu, c'est aussi bien de le partager puisque ça permet de mettre en avant quelque chose de positif. Et donc les personnes qui travaillent aussi avec vous n'auront pas de crainte à alors faire une erreur, je ne dis pas le souci, les erreurs sont humaines, mais de dire que plutôt que de s'atteler sur qui a fait quoi, on se dit, bah, ok, comment on va le résoudre? Et puis quand on l'aura résolu, ce gros problème, eh ben écoutez, on va quand même se féliciter de l'avoir résolu et on va aller de l'avant. Donc ça permet de cultiver aussi cette atmosphère positive au sein du projet, plutôt que d'attirer des informations qui sont plutôt d'ordre négatif. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager cette semaine par rapport à la structure et aux compétences. Je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissiez, que vous partagez, sur lesquelles vous êtes plutôt réfractaire. Dites-moi un petit peu votre point de vue. Alors, tu fais référence à la notion de reconnaissance.
un moment donné dans une des parties, c'est effectivement des aspects, en tout cas moi ce que j'ai pu constater dans mon expérience professionnelle perso, c'est un des aspects et c'est un des retours en fait qui est le plus vécu par les collaborateurs dans un projet. C'est quand tu creuses un petit peu, c'est la notion de effectivement de reconnaissance du travail fourni, C'est ça. des lots de travaux effectués, et c'est en fait une reconnaissance au quotidien C'est vrai. qui est assez demandée. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de ces actes entre guillemets gratuits qui qui euh, qui assurent alors au quotidien en tout cas la bonne cohésion d'une équipe. C'est vrai que c'est extrêmement important et trop souvent oublié. Tout à fait. C'est une notion qui est vraiment pas assez mise en avant, mais ça, encore une fois, c'est plus c'est pas forcément une erreur de la part du chef de projet. C'est une erreur en général commanditaire aussi. Il y a un peu tendance à oublier. Alors, effectivement, il y a une notion de stress inhérente à sa position, mais et ça, c'est assez difficile en fait à faire comprendre aux structures dirigeantes. Qu'il faut aussi savoir remercier les différentes parties prenantes. Après, ce que je dis souvent, hein, le positif attire le positif. Alors, c'est vrai, le commanditaire, il a un pouvoir de décision sur le projet, c'est indéniable. Par contre, il ne va jamais interférer, en tout cas, je l'espère pas pour vous, il ne va jamais interférer sur votre manière de communiquer. Si vous communiquez quelque chose de positif, je vois mal un commanditaire dire non, non, quand il y a un truc positif, je veux pas en entendre parler. Bah, au contraire, lui, ce qu'il veut avoir, c'est un projet qui marche, il souhaite que le projet fonctionne, euh, même s'il ne vous l'aura jamais dit de présenter des choses positives dans le projet. Si vous le faites de votre propre chef, je pense que personne ne va pouvoir revenir en arrière en disant ne faites jamais ça. C'est là où c'est un petit peu un souci, où c'est vrai que comme le commanditaire a ses idées en disant je veux que ça soit présenté, je veux que cette information soit là, je veux que les problèmes soient affichés, je veux que les risques soient présentés, les incidents, on parle que de problèmes. Mais si vous arrivez avec votre petite page ou votre communication mensuelle en disant ah ben voilà les achievements, tout ce qui a été réalisé ce mois-ci ou le mois dernier par les équipes, voilà ça, ben merci à un tel pour son dévouement, on a pu avancer, voilà on a atteint à 30%, il nous reste ça à faire. C'est bête, c'est un tout petit message, mais ça permet aux personnes qui sont concernées de se dire ah c'est bien, j'ai fait un truc et ça a été affiché, au moins c'est vu. Même si derrière on partage les problèmes, mais c'est vrai que il ne faut pas hésiter pardon, à proposer ce genre de communication. Alors oui, effectivement, ça peut être affiché en comité de projet. C'est très très difficile de mettre ça en avant en comité de pilotage. Ah, ça se fait aussi. C'est Ça, assez complexe, mais en tout cas, moi, je me verrais mal ou je me serais mal vu inclure inclure une slide là-dessus en comité de pilotage en tout cas. moi, je te dis, ça peut se faire. À tenter. À Ok, très tenter. bien. Non, non, mais très bien. Ben écoute, à essayer. Est-ce qu'il y Euh, a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. oui, moi j'ai une petite question. Je veux revenir sur les activités du chef de projet. Oui. En- Parmi les activités, il y a une relance des responsables incidents et responsables risques, hein, des risques. Et j'arrive pas bien à comprendre. Voilà, donc j'ai bien lu. Voilà, donc c'est bien défini les fonctions et ses responsabilités. Mais quand on a défini les heures au début, la première semaine, on n'avait pas parlé de ses responsables. Et pour les projets que moi j'avais gérés dans ma carrière, c'était souvent cette responsabilité, elle est donnée au responsable du lot. C'est lui qui est responsable. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que dans un projet donné, il y a un responsable bien défini qu'on doit définir au départ? Ça, j'arrive pas encore à bien comprendre comment placer ces deux responsables. Voilà, donc au Alors, sein d'un. alors, en effet, en semaine 1, on a vu les acteurs du projet, les acteurs qui sont importants dans le projet. Donc, le chef d'équipe en fait partie. Alors, on parle du chef d'équipe, mais on ne parle pas des personnes qui composent son équipe.
Les personnes qui composent l'équipe du chef d'équipe sont les personnes qui vont réaliser des choses dans le projet. Donc quelque part, ces personnes-là vont certainement être responsables de l'autre de travaux. Le chef d'équipe, peut-être lui aussi, hein, ça dépend du contexte du projet, peut être aussi responsable d'un lot de travaux. Donc c'est vrai que les lots de travaux, on a besoin d'un responsable puisqu'on a besoin d'un responsable d'une tâche, mais c'est pas une responsabilité en tant que telle sur la hiérarchie du projet. La hiérarchie du projet a besoin d'un commanditaire, d'un chef d'équipe, d'un chef de projet. Voilà, on a besoin de ces responsables-là qui ont une responsabilité sur l'organisation, sur l'exécution du projet. Par contre, alors oui, un responsable de l'autre travaux a sa responsabilité sur le projet, mais une responsabilité pardon, plus limitée. Elle se limite au lot de travaux lui-même et pas sur le projet en entier. Alors que le responsable utilisateur, par exemple, il a la responsabilité de représenter les intérêts des utilisateurs sur l'ensemble du projet et sur les livrables du projet. Donc voilà la différence. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Oui. Mais pour souvent les risques, alors les risques ils sont liés à une tâche. C'est-à-dire c'est pour cela que je trouve que c'est lié. Et le responsable d'un lot, il est souvent spécialisé dans cette activité-là. Donc vraiment, il est plus pertinent donc de gérer le risque et de gérer l'incident. La question elle est par rapport au fait de savoir s'il faut un rôle transverse un peu, quelqu'un qui serait responsable de tous les risques transversalement au lot, et pareil pour les incidents. Oui, c'est ça. Est-ce que pour un projet, on a vraiment besoin de définir un responsable vraiment de tous les risques parce que les risques vont être différents. Il y a les incidents, donc en fonction des lots, des tâches, des activités. Et c'est ça ma question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un qui va être spécialisé un peu il y a une certaine expertise pour toutes ces tâches. Alors, on ne peut pas avoir un responsable de risque qui soit responsable de tous les risques. Le pauvre, il ou elle va endosser une responsabilité qui est un peu trop forte. S'il est responsable de tous les risques, ça veut dire qu'il a connaissance de tous les sujets et qu'il est capable de tout résoudre. Pour les croyants, je pense qu'il s'appelle Dieu, mais du coup, non, on peut pas avoir un responsable de tous les risques, un responsable de tous les incidents, c'est pas possible. Il faut pouvoir être un peu plus ouvert et de se dire, un risque, ça peut être lié à un incident, mais ça peut être lié à plusieurs incidents, ça peut être quelque chose de totalement différent. Je vous donne un exemple. Alors, on parlera des risques la semaine prochaine, mais si le risque est l'incapacité d'être prêt pour ce livrable, puisque l'équipe en question est en congé sur la période de temps, d'accord. Mais si l'équipe en question est en congé sur la période de temps, peut-être que cette équipe est responsable de plusieurs lots de travaux, donc peut-être que ça va générer d'autres activités, et la personne qui est responsable peut-être du planning de cette équipe est peut-être pas le chef d'équipe, mais c'est peut-être le responsable au-dessus. Donc c'est pour ça, je vais pas pouvoir mettre le responsable du lot de travaux comme responsable de ce risque en question. Le responsable de ce risque est la personne qui est en charge de la planification des congés. Et dans ce cas-là, c'est avec lui que je vais devoir traiter ce risque-là pour éviter l'incident qu'on soit en retard sur les lots de travaux. Tu vois où je veux en venir? Oui, très bien. J'ai bien compris, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, elle sera dédiée à l'anticipation et à la proactivité, donc avec les risques, les incidents, les problèmes, plein de choses positives. Vous allez voir que il y a une méthode pour pouvoir les gérer. J'ai hâte de vous rencontrer la semaine prochaine pour qu'on puisse en parler. Et j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. En tout cas, n'arrêtez pas de m'écrire. Vous aurez une réponse pour chacun de vos emails. C'est obligé, je m'y engage et je vais trouver le temps pour le faire. Merci. Merci en tout cas. Merci. Et bon week-end. Bonne semaine. Bon week-end à vous week-end. tous. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.